Alors bonjour à tous, donc au nom de 42 AI, je vous souhaite la bienvenue. Donc ça c'est notre première d'une série de conférences qu'on organise tout au long de l'année. Alors on a invité Doctrine, qui sont une startup qui a été créée il y a 2 ans. Donc et Doctrine en fait ils ont créé un outil pour faciliter énormément le travail des juristes. Donc pour ceux qui ont peut-être été, est-ce qu'il y en a qui ont fait du droit ici? Est-ce que c'était... Comment vous qualifieriez le travail de chercher dans la jurisprudence? Long, chiant. Donc, c'est ce que j'ai entendu. Alors, en fait, justement, donc, que Doctrine a créé un outil qui sert essentiellement à le rendre rapide et voilà, efficace. Je pense que c'est ça. Mais vous allez voir, l'idée, c'est qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour essentiellement créer un outil qui non seulement est performant, automatise des trucs qui sont rébarbatifs, mais aussi qui est intuitif à utiliser parce que souvent il y avait des bases de données, c'est 1 million de checkbox qu'il fallait faire et c'est vraiment, il fallait avoir une formation pour utiliser l'outil. Donc l'intelligence artificielle essentiellement permet justement de rendre l'utilisation plus intuitive et on a invité Doctrine parce que c'est vraiment un exemple parfait d'application de l'intelligence artificielle dans ce but. Donc voilà, sans plus tarder, je vais les laisser, je vais prendre la parole. J'en profite seulement pour vous informer qu'on a 2 événements à venir. Donc vendredi 6 décembre à 10h ici même, on a un atelier Computer Vision. Donc, vous allez pouvoir être introduit aux bases des algorithmes qui font du traitement d'images, notamment pour la classification d'images. Et aussi le mardi 18 décembre à 14h, ici aussi, une conférence qui va expliquer un peu comment fonctionnent les réseaux de neurones avec Warif Archaoui, donc, qui est un doctorant à l'Université Paris-Descartes. Oui. Donc, atelier Computer Vision, si ça va être retransmis, je vais demander en fait à celui qui t'en charge. Je crois que oui, on va l'annoncer sur notre Slack. Oui. Donc, je répète les questions parce qu'on n'a pas le micro. Donc, quel niveau il faut pour Computer Vision? Pour la première, allez voir sur l'intra, on a la description. Essentiellement, c'est Python et la base des réseaux de neurones. Mais vous avez mis les liens avec des ressources que vous pouvez aller voir. Donc, moi, si vous êtes intéressé, je vous invite à prendre un certain temps pour aller consulter ces liens-là et aller au premier atelier. Puis, vous allez voir assez vite voilà, si ça vous correspond ou pas. Puis, sachant qu'à partir de février, on pense aussi faire des ateliers de machine learning où là, on va vraiment aller plus lentement à partir des bases. Voilà. D'autres questions avant qu'on commence? Non, parfait. Donc, voilà, sans plus tarder, je vous présente Sacha de Doctrine. Bonjour à tous. Hop, voilà, changement de slide. Bonjour à tous. Du coup, moi, je représente Doctrine avec mes camarades qui sont là. Certains ont des pulls discrètement flagués Doctrine, d'autres non. L'idée, globalement, c'est comme l'a dit Ambric, c'est qu'on vous présente le Doctrine, donc ce qu'on fait. Pourquoi est-ce que c'est un bon cas d'usage pour faire du NLP, dans quelle mesure nous on l'utilise, et qu'on prenne le temps un petit peu de regarder des cas très concrets et s'attarder dessus. Donc moi, je vais faire une partie pas très technique où je vais juste vous expliquer ce qu'on fait, à quels besoins on répond côté avocat, répondre aux problèmes, c'est long, c'est chiant, beaucoup de boîtes le font, on va montrer comment on le fait nous. Et ensuite, je vais vous présenter les différents use cases sur lesquels on va s'attarder. Grand merci à 42 AI, on est très content d'être là, on l'a déjà été, et globalement, c'est un plaisir. Wow. Qui sommes-nous? Donc, je vous disais qu'on sera 3 à présenter. Donc, moi-même, Sacha, Pinchang, qui nous rejoindra juste ensuite, et Pauline. Donc, on est tous les 3 data scientists à Doctrine et on travaille dans des squads. Donc, c'est des feature teams, des petites équipes produits avec différents objectifs. Moi, dans le squad Analytics, dont le but, c'est globalement d'essayer de comprendre un petit peu les liens entre les avocats et leurs décisions. Pinchang sur la squad Suggest, où le but, c'est d'essayer de pousser toujours du contenu de plus en plus pertinent. Donc, on pourra parler de recommandations. Et Pauline sur la squad Insights, où là, le but, c'est de pouvoir simplement lire un contenu, le comprendre, vraiment l'aspect intelligence de Doctrine, mais ce sera beaucoup plus concret avec les slides d'ensuite. Et pour le plan de cette présentation, globalement, ce que je vous ai dit, moi, je vais faire un truc assez haut niveau pour expliquer comment est-ce qu'on a construit Doctrine et en quoi ça répond le truc un peu putaclic Google du droit. C'est assez concret, on va pouvoir revenir dessus. Ensuite, il y a Pinchang qui va parler de l'aspect recommandation. Et en fait, toute cette présentation-là, elle va être axée sur les embeddings. Donc, je ne sais pas dans la salle qui a déjà entendu parler de Word Embeddings. Ok.
de NLP, peut-être. Enfin, vous savez à quoi ça correspond? Ok. Très bien. Bon, bah, on va pouvoir voir ensemble tout ça. L'aspect Word Embeddings avec Pinchang. Et Pauline, ensuite, va présenter un autre use case qui est sur la segmentation des décisions. Et donc, c'est encore un niveau au-dessus. C'est avec des paragraphes embeddings. On verra ensemble tout ce que ça représente, tout ce que ça veut dire. N'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions, s'il y a un point sur lequel vous voulez qu'on s'étende. Donc, commençons par ça. Globalement, pourquoi est-ce qu'on parle de Google du droit? Je vais vous expliquer globalement pourquoi est-ce qu'on parle de Google. Donc, aujourd'hui, Doctrine, c'est un moteur de recherche. Il fonctionne, il a un succès qui c'est de calquer les meilleurs, notamment Google. Donc Google, comment ça a fonctionné? En fait, c'est pas né de nulle part. Avant 97, il y avait plein de moteurs de recherche qui existaient, notamment AltaVista, Lycos, Yahoo, et qui avaient un fonctionnement très très simple, c'est qu'on tapait une recherche, une query, il y avait des mots dedans, et on retournait des documents. Et il se trouvait que ces documents, il y avait les mêmes mots. Et c'était tout. Globalement, ça faisait qu'aller chercher des documents qui avaient des mots en commun avec la query. C'est efficace, mais le problème, c'est que c'est pas facile en fait de réordonner deux documents sous prétexte en fait deux documents ont les mêmes mots en commun. Enfin, quel est le plus pertinent? C'est pas trivial. Et ce qui est arrivé après, comme un coup de massue, c'est Google avec une idée simple, c'est d'utiliser les liens. Donc globalement, quand il y a deux documents qui existent et qui sont des bons candidats, je sais pas, disons par exemple, vous faites une recherche politique sur les gilets jaunes et il y a un site du Monde et un site de, je sais pas, un blog un peu random. L'idée du lien, c'est, vous connaissez peut-être le principe PageRank, c'est de dire que y a Le Monde, il y a plein d'autres sites qui vont pointer dessus, et du coup, il est plus pertinent et ça vaut le coup de le remonter. Alors que le blog random sera peut-être moins populaire. Et cette idée simple, en fait, de s'attaquer aux liens, elle est toute naturelle sur le web parce qu'il y a des hyperliens partout, c'est très facile de naviguer, et le lien, il a un sens, il a une notion de notoriété. Donc là, on va essayer de voir pourquoi sur le domaine du droit, le lien, ça existe aussi, et pourquoi est-ce qu'il est pertinent. Donc nous, le contenu brut qu'on traite s'appelle une décision de justice. Et globalement, il y a énormément de choses intéressantes dedans. Donc c'est quand vous allez, si vous allez au tribunal, quelqu'un que vous connaissez pour une raison X ou Y, il y a une sorte de compte rendu de tout ça qui est fait. Et ça a une grande valeur. Les avocats, ils essaient de chercher ça. Pour prendre l'exemple de tout à l'heure, c'est l'équivalent de l'article du Monde. Donc eux, ils veulent chercher ça et c'est présent sur le web ou pas, et ils veulent le trouver de manière efficace. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire qu'il y a dedans? Il y a la date de la décision de justice, donc la date du compte rendu, les parties, donc savoir qui est incriminé ou pas, le domaine, le type, les précédents, parce que parfois on peut faire appel, donc il y a plein de choses qui se suivent. Globalement, c'est un contenu qui est extrêmement riche, extrêmement verbeux aussi. Les avocats ont une belle plume qui fait que c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Et surtout, il n'y a pas d'hyperlien. Ça, c'est un petit peu compliqué. Il y a quand même des liens, mais ils ne sont pas cliquables, ils ne sont pas adaptés au web. Et un autre point qui est intéressant, c'est que le domaine du droit, il y a des liens partout, et il y a aussi un retard technique qui a été pris. Donc là, c'est une sorte de base de données qu'on peut voir au tribunal de Paris, où il y a les décisions que vous avez vues, elles sont rangées comme ça, et quand on va là-bas, on demande au greffier de nous ressortir une décision de justice, c'est à ça que ça ressemble. C'est une query, et là, c'est la recherche, qui est globalement assez manuelle, assez challengeable. Donc c'était un peu le pari qu'on s'était donné, de dire que cet algorithme, il est certes fiable, mais pas forcément scalable. Et un autre aspect, c'est que quand bien même on a la donnée brute, elle est quand même assez dégueulasse. Là, on a un jugement. Voilà, c'est une photo de quelque chose où il y a un tampon là-dessus. Le République française, c'est quand même intéressant d'avoir cette info. Il y a énormément d'informations, très éparses, pas du tout standardisées, qui est franchement très difficile d'extraire. Et jusqu'à maintenant, Google, on en parle, mais c'est les années 2000. Et là, on est autour de 2020, et il n'y a toujours rien qui est sorti. Pourquoi est-ce qu'il y a 20 ans de retard dans le droit? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a un retard technique parce que les bases de données, c'est des classeurs, et même la donnée, elle est vraiment très dure à traiter. Très, très dure à traiter. Donc ça, c'est deux gros challenges. Et notre travail à Doctrine, c'est à partir de cette donnée brute, de faire quelque chose de propre, relativement compréhensible. Je parle de relativement parce qu'on est quand même sur du droit, donc c'est pas les choses les plus simples à comprendre. Mais là, un exemple de décision de justice que nous, on a traité. Donc au début, c'est une photo. Nous, on fait de l'OCR ensuite pour transformer cette photo en texte. Et ensuite, on fait énormément de tâches de NLP qu'on va décrire ensuite pour faire du lien entre les objets. Donc là, je ne sais pas si on prend l'exemple de Madame Dupont. En fait, c'est une personne qui est demandeuse. Il y a marqué Dom au-dessus. Elle est représentée par son avocat qui est maître Monique Paré, maître Paré.
avocat au barreau de Paris, et on peut faire du lien entre tous ces concepts-là. Et en fait, le langage comme ça, d'un point de vue informatique, une string, c'est cool, mais comment est-ce qu'on passe de juste une string à des objets qui interagissent les uns avec les autres, et vers lesquels on peut faire des liens? Et bah, tout ça, c'est... Ouais. On m'entend? Oui. Ouais. Ok. Moi, ce que je voulais savoir, là, on a quoi comme format en fait? Là, on aurait pas un PDF ou là, on est sur juste un bout de papier qui a été numérisé et du coup, ça dépend en fait. Globalement, le pire, c'est ça. Le pire, c'est une photo. Non, le pire, c'est une photo d'un texte manuscrit. Donc là, c'est encore imprimé. Bon, il y a un tampon, ça passe. Il y a des textes manuscrits et des décisions de justice qui datent des années 50, qui sont très très anciennes. Et bon, là, le challenge, c'est le plus compliqué. Mais parfois, c'est beaucoup plus simple. Il s'agit juste d'aller faire du scrapping. Il y a des sites en open data qui sont déjà en HTML. Donc, c'est pas toujours aussi compliqué que ça. Mais l'idée, c'est de passer un petit peu outre cette partie de data engineering, en fait, où on va adapter toutes les sources à notre truc universel. Et nos algos, ils prennent en input du HTML, du HTML qu'on a reconstitué, ou une string. Enfin, on essaie de standardiser un maximum, mais l'output, c'est le même. On essaie de faire en sorte que l'output soit le même pour tout le monde, de sorte que l'utilisateur final ne voit pas la différence. Donc globalement, voilà, on arrive à cette représentation-là. Mais pour arriver de ça à ça, il y a du travail, il y a beaucoup de projets. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup grossi. C'est parce que si on veut juste faire le lien, par exemple, entre l'avocat et la partie, c'est des mois de travail. C'est des projets concrets avec des données limitées, des biais partout. Donc c'est pas les use cases Kaggle qu'on peut trouver partout. Mais par contre, ça crée de la valeur et ça a un vrai impact. Donc là, on va essayer de se prendre quelques minutes juste pour voir à quoi ça ressemble concrètement. Donc là, on a un exemple du moteur de recherche Doctrine. Donc on peut taper une recherche. J'ai pas pris le risque de faire une vraie démo, c'est forcément un GIF. Une recherche là, on voit le moteur de recherche et on arrive sur une décision. Donc là, ce qu'on parcourt ici, c'est une décision de justice. Donc ça va vite. Tac, tac, tac. Et l'idée, c'est quand c'est assez standard, c'est assez simple, et comme le disait Aymeric, c'est une barre de recherche qui, pour les avocats, est plutôt simple. Parfois, vous le voyez sur certains moteurs de recherche pour des restaurants ou autres, c'est un peu compliqué, il y a des booléens de partout, il faut choisir les villes, les mentionner. Là, on a un système qui est assez standard. Un autre endroit où c'est intéressant de s'attarder, c'est les décisions de justice. Donc c'est en fait le contenu brut, une fois que les gens veulent le lire, à quoi ça ressemble. Nous, en fait, on a intégré beaucoup de web dedans. On a fait se marier justement ce contenu brut qui était la décision de justice à toute la richesse qu'on peut en trouver. Et là, on voit un exemple de cas où l'affaire est très compliquée. Ça commence par le tribunal de grande instance. Voilà, ça part, il y a une frise. Et tout ça, en fait, chaque bout, c'est une décision de justice. Et nous, on a réussi à recoller les morceaux et à reconstruire la petite histoire à partir de tous ces liens-là. On peut voir notamment à gauche aussi qu'il y a une sorte de plan de la décision, une sorte de résumé qui permet de passer rapidement d'une partie à l'autre. C'est la partie que Pauline va vous présenter en fin de présentation. Et enfin, là, il y a une autre partie, une autre feature qui est la homepage. Donc là, on s'inspire modèle à la Facebook, à la différence que nous, on n'a pas d'image. Mais l'idée, c'est de faire un newsfeed très simple, addictif, qui, pour tous les avocats, arrive à concentrer, à agréger l'info et à leur donner une manière pertinente pour eux. Donc là, c'est d'autres accès. Il y a plusieurs choses qu'on fait, mais là, ici, on joue surtout, et c'est Pinchan qui l'expliquera, sur le fait qu'il y a de la donnée qui vient de partout, tout le temps, des décisions de justice qui sont rendues en permanence, et que nous, on est un agrégateur dans ce modèle-là. Donc on va revenir maintenant sur les termes NLP, de manière très sommaire. NLP, ça veut dire quoi? Ça veut dire Natural Language Processing. Donc c'est un mot assez verbeux pour dire un ensemble de tâches. Donc il y a un ensemble de tâches qui existent, qui est presque fini, et qui globalement se range dans cette catégorie-là. C'est toute tâche qui prend un input du texte et qui ressort un truc derrière. Globalement, on ne veut pas rentrer dans une définition très très théorique. Et si on reprend le schéma de tout à l'heure, il y a plein de parties qui existent, il y a aussi plein de tâches qui existent. On peut en lister quelques-unes. Ici, il y a par exemple la reconnaissance d'entités nommées, Name Entity Recognition. Ça, c'est le fait de dire que à partir d'un texte, on arrive à dire ok, ça c'est du blabla, on s'en fout. Et là, par contre, Madame paraît, Maître paraît, c'est un objet qui est intéressant. C'est une entité, c'est un avocat. Là, c'est une date. Et faire cette reconnaissance-là, ça fait partie de cette tâche-là. On ne va pas les passer tout en revue. On va s'intéresser aujourd'hui à deux tâches.
Un qui est la document similarity. C'est toujours des noms très verbeux. Pinchang va vous présenter ça. Et donc ça, l'idée, c'est d'être capable de comparer, mettre une certaine distance entre deux objets, deux documents. Et ici, ça va être à des fins de recommandation. Et Pauline va vous parler ensuite de la partie topic classification. Donc là, c'est une tâche qui peut être connue de certains tutoriels. C'est l'idée de, ayant un texte, par exemple, un mail, de prédire si c'est du spam ou pas. Donc c'est ce genre de tâche-là. Là, c'est dans un use case très compliqué, très différent, qui est celui de la classification de paragraphes dans une décision de justice. Donc nous, on prend des prétextes, qui sont nos features, et on va les utiliser aujourd'hui pour vous présenter deux tâches de NLP. On ne va pas forcément rentrer dans le détail technique, mais c'est une discussion, donc on peut échanger ensemble si vous le souhaitez. Mais l'idée, c'est que vous ayez une idée de appliquer à un cas concret, qu'est-ce que ça donne tout ça. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Non? Eh bien parfait, on va pouvoir enchaîner avec Pinchang qui va vous parler de la recommandation. Ouais, test. Bonsoir à tous, très content aussi d'être ici parmi vous, comme Sacha l'a dit. Donc moi je vais vous parler de recommandations en utilisant en fait ce qu'on appelle des word embeddings, ou sinon en français plongement lexical pour ceux qui aiment bien les termes français. Mais avant de passer sur cette partie-là, je ne sais pas si vous m'entendez, ouais. Peut-être à rappeler un peu le contexte en fait business. En fait, il faut savoir que le droit, c'est pas un domaine qui est figé, qui est fixe. C'est un domaine qui est en constante évolution, dans le sens où il y a en permanence des nouvelles lois, des nouveaux décrets, des codes, des articles de code qui sont modifiés. Ouais, typiquement, il y a quelques années, les articles du Code du travail, il y en a eu beaucoup qui ont été modifiés. Aussi des décisions en fait, qui apportent des nouvelles interprétations du droit, etc., etc. Et du coup, le professionnel du droit dans tout ça, il doit être au courant de ces changements-là. Parce que, d'une part, il doit avoir ses données en compte pour maximiser ses chances de gagner ses affaires. Et d'autre part, juste être à jour et pas se ridiculiser en utilisant peut-être une version antérieure d'une loi ou d'un décret. Donc voilà le contexte. Donc pour ça, la solution qu'apporte Doctrine, c'est la mission principale de la squad que je suis, de la squad Suggest, qui est en fait de pusher du contenu pertinent et récent à des avocats dans leur domaine, qui les concerne, et aussi répondre à ce besoin-là qui est en fait de ne pas louper des informations importantes en fait. Là, dans ce use case, je vais me concentrer sur une des fonctionnalités qu'on a, qui est la veille juridique en fait en utilisant des commentaires. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est des commentaires dans le domaine juridique. Je ne pense pas. Du coup, un commentaire, en fait, c'est des articles qui sont écrits par des juristes, des avocats, même des doctorants, des professeurs d'université, sur en fait des décisions qui ont, selon eux, fait du bruit et qui apportent en fait une nouvelle interprétation d'un certain point de droit, par exemple. Donc c'est ça les commentaires. Et moi, je vais vraiment m'axer sur ça. Alors comment aujourd'hui on apporte cette information à l'avocat? Donc d'une part le fil d'actualité qu'a montré Sacha, donc avec des articles récents triés par domaine du droit, donc il y a du civil, du social, etc. Il y a aussi un onglet pour vous qui est la partie justement recommandations. Et après il y a le deuxième format sur lequel on apporte cette information-là, c'est la partie newsletter hebdomadaire qu'on envoie en fait donc toutes les semaines aux avocats avec les recommandations. Donc voilà les moyens qu'on a aujourd'hui chez Doctrine pour faire cette veille juridique pour les avocats. Et nous, on va se concentrer sur uniquement la newsletter qui, en fait, dont le but, pour simplifier, c'est d'envoyer 5 commentaires qui concernent le domaine de l'avocat, en fait. Donc voilà, ça c'est le but. Le problème qui est posé, c'est on a un ensemble de commentaires sur notre gauche. Là, j'ai juste mis les titres. D'ailleurs, même pour simplifier notre use case, j'ai uniquement considéré les titres en fait dans toute la suite. Donc là, il y a des commentaires. Donc ça parle de bail commercial, ça parle de licenciement, etc. Enfin, c'est des sujets très divers. Après, on a un utilisateur ici à notre droite qui a lu ces commentaires-là, donc des titres. Ça parle de doctrine fiscale, ça parle de revenus. Donc on peut supposer que la personne est plutôt intéressée par tout ce qui est le domaine fiscal.
Et nous, notre but, donc, c'est à partir de cet ensemble-là, lui recommander en fait 5 commentaires qui soient pertinents. Donc tout le but, c'est de définir ce qu'il y a dans la cible et la flèche, comment on fait pour lui recommander des choses intéressantes. Donc pour ça, il y a des méthodes très simples. Une méthode vraiment très très simple, c'est de sélectionner en fait aléatoirement des éléments de l'échantillon. Donc on a nos 5 commentaires, mais bien sûr, ils ne sont pas du tout pertinents parce que, avec un peu de chance, on va peut-être tomber sur le domaine de l'avocat, mais sinon ça ne marchera pas. Une deuxième méthode, c'est d'envoyer en fait les commentaires selon une formule de popularité en fait. Donc typiquement, ceux qui seraient le plus lus, on envoie les 5 les plus lus à toutes les personnes. Dans ce cas-là, c'est une méthode qui, dans certains domaines, marche très bien. Typiquement, dans les sites d'information, les articles qui sont beaucoup lus, normalement, ils vont intéresser les utilisateurs. Parce que nous, on a affaire à une population qui est assez spécifique, qui sont les avocats, les juristes, qui eux, en fait, qui sont vraiment déjà intéressés par le domaine, déjà, et qui ont besoin, en fait, d'avoir cette spécificité-là. Et du coup, on a besoin d'avoir un système de recommandation qui soit personnalisé, en fait, pour les personnes, les avocats. Juste avant de passer justement sur comment on va construire ce système de recommandation, rappeler un peu ce qu'est un système de recommandation. Bon, c'est un système pour recommander, certes, mais en gros, en fait, aujourd'hui, il y a 2 gros paradigmes en fait dans les systèmes de reco. C'est d'une part tout ce qui est filtrage collaboratif. Donc, on se base sur les utilisateurs qui nous ressemblent pour proposer en fait des contenus similaires aux utilisateurs en fait. Et donc typiquement, ça c'est quoi? C'est sur Amazon la petite partie. Les utilisateurs qui ont acheté ça ont aussi acheté ça, quoi. Donc c'est cette partie-là. Et le deuxième paradigme, c'est en fait on se base sur le contenu de ce qui est lu. Imaginons donc un commentaire qui est lu, en fait on va essayer de recommander des commentaires dont le contenu se ressemble en fait, ressemble assez à ce que la personne a lu. Donc ça c'est la partie d'Amazon où en gros on dit les produits similaires à cet article. Donc si on est sur une page produit. Et donc tout le but en fait ça va être de définir, enfin déjà chez Doctrine nous on utilise cette partie-là basée sur le contenu parce que sur la partie collaborative ça nécessite en fait une grande quantité d'utilisateurs. Et aujourd'hui bon certes on a 2000 utilisateurs mais c'est pas assez pour pouvoir développer un système performant sur cette partie-là. Donc on est uniquement basé sur le système à droite. Donc du coup, tout le défi, en fait, ça va être d'avoir cette notion d'article similaire. Et, on va revenir maintenant. Mais avant d'avoir cette notion de similarité, il faut savoir en fait comment on présente un document. Parce que un algorithme, ça ne peut pas prendre du texte brut en entrée, il ne peut pas comprendre. Donc il faut transformer ça en quelque chose qui comprend, donc des vecteurs typiquement, des nombres, des vecteurs. Et un autre enjeu, c'est en fait comment on arrive à faire une représentation qui donne à peu près une représentation qui donne les mêmes valeurs pour en fait des phrases qui se ressemblent. Typiquement ici, on a 2 phrases, I like pizza et I appreciate calzone. Donc c'est l'idée à peu près la même. Bon, c'est peut-être pas un peu polémique. Je sais pas s'il y a des gens qui aiment les pizzas et pas les calzones ou vice versa, mais bon, dans la globalité, je pense que ceux qui aiment les pizzas aiment les calzones. Et du coup, cette partie-là, donc on représente un document. Nous, on va s'intéresser à la petite brique qu'il y a au milieu. Donc comment on passe du texte au vecteur en fait. Et pour ça, en fait, il y a deux types de méthodes principales. Le premier type, c'est les méthodes discrètes, donc qui sont basées sur du comptage en fait. Donc on se donne un corpus. Donc il y a 2 phrases ici: doctrine is cool, doctrine is very very cool. On extrait de ça en fait un vocabulaire. Donc ici il y a 4 mots distincts, donc ça va être notre vocabulaire. Et pour chacun de ce vocabulaire, en fait, on va compter en fait le nombre d'apparitions de ce mot dans la phrase en question. Donc là, je ne sais pas s'il y a un laser. Ouais. Suivant doctrine is cool, ici on voit que y a une fois le mot doctrine, donc on met 1. Une fois le mot is, donc on met 1. Il n'y a pas le mot very, donc on met 0. Et pareil pour cool, il y a une fois, donc on met 1. Et donc pour doctrine is very cool, c'est pareil, sauf que là on a 2 fois le mot very, donc on a 2 à la place de 0 ici. Donc ça c'est une méthode très très basique qui se base sur le comptage et qui fonctionne dans beaucoup de cas. Après on a aussi une variante qui est un peu plus complexe, qu'on appelle le TF-IDF. Donc dans ce cas-là, en fait, on essaie de pondérer la fréquence par
par une notion de inverse document frequency, c'est-à-dire en gros un mot qui va apparaître dans tous les documents du corpus va avoir moins de poids qu'un mot qui en fait va apparaître moins souvent dans le corpus. Donc typiquement ici, et comment on définit cette inverse document frequency, c'est en gros c'est le log du nombre de documents dans le corpus divisé par en fait le nombre de documents dans lequel apparaît le mot en fait. Donc peut-être un peu barbare là, mais avec un exemple, je pense que ça ira un peu mieux. Donc typiquement pour cet exemple-là qu'on a ici, Doctrine is cool, on voit qu'en fait tous les mots sont présents dans les deux documents du corpus. Et donc le inverse document il est égal à 0 parce qu'on a 2 sur 2, log de 2, enfin log de 2 sur 2 c'est égal à log de 1 égal à 0. Donc en fait tous les éléments de notre vecteur vont égal à 0 parce qu'en gros on retrouve ces mots dans tous les documents du corpus. Et similairement pour le deuxième cas, on a Doctrine is very cool. Dans ce cas, en fait, c'est pareil pour Doctrine is et cool. Il apparaît dans les deux documents, donc il y a des zéros ici, ici, ici. Et il y a juste le mot very qui va apparaître dans un seul document. Et le terme, le inverse document frequency va permettre en fait justement de moyenner la fréquence de ce terme-là. Donc on a ça. Donc ça, c'est des méthodes qui sont basées sur du comptage. C'est très simple à calculer, mais il y a de gros défauts. Dont le premier, c'est qu'en gros, une phrase, la représentation en fait pour une phrase ne dépend pas de la position. En fait. C'est-à-dire que il suffit d'avoir les mêmes mots dans la phrase, ça aura la même représentation. Donc, typiquement, on inverse un peu l'ordre des mots, ce sera toujours la même représentation. Un deuxième souci, c'est qu'en fait, pour des mots qui ont un sens similaire, ils ont aussi des représentations différentes. Là, je prends l'exemple de car et automobile, c'est exactement la même chose. Mais en utilisant cette méthode-là, on aura vraiment une représentation différente, parce qu'on aura 1 ici et 0 là, et vice-versa. Donc ça, c'est les grands défauts des méthodes discrètes. Et c'est là qu'interviennent les méthodes continues, notamment la méthode qui est appelée le Word2Vec. Alors, c'est quoi le Word2Vec ? C'est une méthode développée par des chercheurs chez Google en 2013, donc, précisément Mikolov. Et en gros, l'idée derrière ça, c'est de pouvoir représenter des mots, mais tout en capturant en fait la sémantique qu'il y a derrière les mots. Et comment ils font ça en fait pour pouvoir justement capturer ces sémantiques ? C'est en fait ils entraînent un modèle. Donc il y a un petit réseau neuronal. Ils entraînent ça en utilisant en fait le contexte en fait du mot en question. Donc comme ça, ils prennent vraiment un dataset énorme, Wikipédia très sûrement, et ils essaient de prédire en fait le mot en fonction de son contexte. Et à la fin, ils obtiennent une représentation justement vectorielle de tous les mots du vocabulaire. Donc nous, on va utiliser ça pour la représentation. Donc le Word2Vec, ça fait pas mal de bruit parce qu'en fait, ça a donné en fait outre le fait que c'est performant sur les différentes tâches qu'il y a en machine learning, ça a fait en fait on retrouve des relations très très intéressantes en fait sur les mots qui sont représentés. Donc typiquement, les mots qui sont similaires dans un espace, la 3 dimensions, ils sont très proches. Donc walking, walk, donc différence de temps. Ou ici la relation masculin-féminin. Et en plus, on voit qu'en fait, c'est la même translation quasiment pour les différents mots. Et aussi pour les paires de pays, capitales, on retrouve en fait dans l'espace la même relation, quoi. Et un autre point intéressant, c'est que, c'est l'exemple qu'on prend toujours pour parler du Word2Vec, c'est que typiquement, quand on prend la représentation vectorielle du mot king, à laquelle on soustrait celle du mot man, et ensuite on ajoute celui du mot woman, on obtient en fait approximativement la représentation vectorielle du mot queen, quoi. Donc ça, c'est un peu les trucs qui ont beaucoup fait parler, parce que c'était assez impressionnant en fait, de pouvoir retrouver des relations comme ça vectorielles sur des représentations de mots. Donc nous, on va utiliser ça pour notre use case, qui est de recommander en fait des documents. Donc là, on a des word embeddings. Il y a nous, on a ça, mais on aimerait en fait pour représenter des phrases, en fait, des titres on peut dire que c'est des phrases en partant des word embeddings. Donc il y a des méthodes assez simples qui partent du word embeddings et qui permettent d'encoder des phrases. Typiquement, juste en fait en moyennant par exemple les word embeddings des mots qui composent la phrase, ou en prenant le maximum pour chaque dimension, etc. Il y a plein de méthodes. Et globalement, la méthode qui marche le mieux pour ça, c'est de prendre la moyenne en fait, des word embeddings. C'est ce qu'on va faire dans la suite.
Donc là, on s'est représenté donc une phrase, enfin un document avec Word Embeddings. La dernière étape, c'est de pouvoir les comparer. Donc une fois qu'on a ça, en fait, c'est plutôt simple. Donc là, j'ai pris un espace en 2 dimensions. Ici, en vert, en fait, tous les documents qui sont recommandables, et en rouge, en fait, le document qui a été lu par l'utilisateur. Donc une fois on s'est représenté en fait dans un espace les différents commentaires, on peut juste en fait recommander les commentaires qui sont le plus proches des commentaires lus en partant en utilisant une distance qui peut être une distance euclidienne, une distance assez classique dans un plan, ou des distances cosinus. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut utiliser, mais en général on utilise la distance euclidienne. Donc voilà, donc on a tout ce qu'il nous faut pour notre use case qui était, je vous rappelle, on a notre dataset, enfin notre ensemble de commentaires recommandables. Donc là, j'en ai pris 142. Bon, je voulais prendre 42 à la base, mais c'était pas assez, donc 142. Donc on a ce set-là. On a toujours notre utilisateur avec son historique de lecture. Donc je vous rappelle, il est intéressé par tout ce qui est fiscal. Tac, tac, tac. À partir de ça, donc on s'est transformé nos titres en vecteurs. On va le transformer. Et on va essayer justement de trouver en fait les commentaires similaires à ce qu'a lu la personne à partir de ces représentations. Donc là, pour le premier exemple, moi j'ai pris le premier commentaire que la personne a lu, donc c'est déchéance du régime de faveur des biens ruraux donnés, nanana. Donc ça rappelle une fois plus que le domaine du droit c'est compliqué, c'est pas très compréhensible, mais globalement ça parle de fiscalité, quoi. Donc, on a cet élément-là, il a lu ce commentaire. Donc ensuite, ici, vous avez en fait tous les commentaires de l'échantillon qui sont recommandables et que j'ai classés en fait par ordre croissant de distance. Donc, en gros, le premier, c'est celui qui se rapproche le plus de notre commentaire lu, en utilisant donc la représentation. La distance qu'il utilise ici, c'est la distance euclidienne. Donc ici, on voit qu'en fait, le premier, il parle vraiment de la même chose en fait. C'est un commentaire qui parle peut-être de la décision qui évoque ce point de droit-là. Et ensuite, si on regarde les autres commentaires, on voit que globalement, ça reste dans le domaine en fait du fiscal. Ça parle de droit de succession, de taxes d'habitation et d'exonération. Et ce qui est assez impressionnant ici, c'est qu'en gros, si on prend ce deuxième commentaire, en fait, à aucun moment on retrouve des mots en commun en fait par rapport au premier. On a quand même arrivé justement à capter cette sémantique-là. Et ça, c'est toute la puissance en fait, du Word Embedding, enfin du Word2Vec, qui en fait n'a pas besoin d'avoir le mot qui se retrouve et arrive en fait à capter la similarité des mots dans les expressions. Deuxième exemple, donc on prend le deuxième commentaire qui est lu. Pareil, on a le premier commentaire, enfin le commentaire qui est lu. Le premier commentaire qui est le plus proche, ça parle quasiment de la même chose avec un petit truc en début et on retrouve des choses qui sont en fiscal aussi, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Et ici une autre remarque, c'est que là pareil on retrouve pas les mots et en plus là on parle de revenus de source nationale versés à une société étrangère et là on a une relation entre deux pays franco-luxembourgeois. Bon, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais si justement le Word Embeddings a réussi aussi à capter cette notion de pays qui sont en jeu, c'est juste une petite remarque que je voulais faire. Et enfin, bien sûr, pour notre modèle de recommandation, on ne prend pas en fait un à un les commentaires lus, mais on va plutôt faire un système qui prend en compte tous les commentaires lus et essaie de trouver en fait les commentaires les plus proches. Donc comment on fait ça? C'est très simple en fait. C'est en deux étapes. En fait, on a notre première liste, on a notre deuxième liste. Là, on ne filtre pas sur les 5 premiers. Et ensuite, en fait, on va juste moyenner en fait les distances sur les 2 commentaires lus et on sort en fait les commentaires qui ont les moyennes les plus basses en termes de distance. Donc ici, on voit qu'on retrouve les mêmes, en fait, quasiment les mêmes que dans les 2 cas. Donc dans le domaine fiscal. Et là, il y a un commentaire qui est apparu qui n'était pas dans les 2 cas précédents. Et typiquement, c'est ce genre de méthode qui peut en fait permettre de mettre en avant des commentaires qui sont peut-être pas proches, pris un à un par rapport aux commentaires lus. Mais si on prend dans l'ensemble, en fait, au final, ils sont proches du domaine en fait de l'utilisateur. Bon, ici, c'est encore un peu de fiscal. Donc voilà. Donc pour résumer un peu ce que j'ai dit. Pour construire un système de recommandation, en fait, c'est plutôt simple. En fait, il nous faut
juste un moyen en fait de représenter un document dans un espace mathématique qui est compréhensible par un algorithme et une distance en fait pour mesurer la similarité en fait entre les documents. Donc ça c'est ce qu'on a fait, enfin un truc très simple qu'on a fait, mais il y a un moyen justement de complexifier un peu ça en utilisant ce qu'on appelle en fait des sentence embeddings. Donc c'est ce qu'on a fait en moyennant, mais en fait il y a des méthodes qui permettent directement en fait d'apprendre des représentations de phrases, de paragraphes. D'abord je vais faire un petit teasing pour ma collègue Pauline qui va justement parler de ça après. Et c'est un domaine de recherche qui est très très actif et il y a plein de papiers qui paraissent. Et juste pour information, il y a un papier de Google, encore eux, ils sont vraiment partout, qui est sorti il y a quelques semaines, quelques mois, qui propose donc un modèle en fait de sentence embeddings et qui est vraiment au-dessus de tout ce qui existait jusqu'à maintenant, quoi. Donc ce serait intéressant justement d'étudier ce genre de modèle pour notre cas de recommandation. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions ? Du coup, vous utilisez l'équivalent de Word2Vec en fait pour votre système, et dans certains cas, en fait, il peut devenir biaisé. Est-ce qu'il y a des types de mots qu'il est important de débiaiser dans le droit ou... Au final, je pense que le droit, c'est quand même un domaine qui est pas si biaisé que ça. En fait, on retrouve des termes très très génériques. En fait, il y a pas... Enfin, le droit, quand même, ça se base quand même sur la notion d'impartialité. Donc, donc on suppose en fait à la base que tous les commentaires, les titres de commentaires ne comportent pas d'avis en fait de la personne, mais plutôt des faits et on se base uniquement sur ces faits-là en fait. Donc on n'a pas d'opération spéciale qui vient débiaiser. D'ailleurs c'est aussi un domaine qui est pas mal discuté dans tout le domaine de l'intelligence artificielle, parce que il y a des modèles qui vont favoriser telle ou telle population, etc. Mais nous on n'a pas ce type de problématique, non. Parce que c'est avec Word2Vec, par exemple, c'est ce qu'il disait, c'est quand on l'entraînait sur les vieux textes, ouais. Quand on cherchait l'équivalent pour ingénieur dans le dictionnaire, il nous sortait femme au foyer quand on le regardait pour une femme, et du coup, il fallait le débiaiser pour homme-femme pour certaines valeurs. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, faut pas oublier un peu notre finalité qui est en fait de recommander des commentaires aux utilisateurs pertinents. Donc après, si on arrive à recommander justement des éléments qui sont dans le même domaine, on a réussi notre but. Mais après, si c'est vrai que dans les commentaires, il y a des mots qui peuvent qui peuvent justement induire ce genre de biais, c'est vrai que c'est pas évident à détecter et c'est pas évident non plus à y remédier, quoi. C'est un domaine de la recherche qui est, c'est une question qui intéresse beaucoup de chercheurs en fait. Bonjour. Dans le cas où, par exemple, un avocat va chercher deux sujets spécifiques très différents les uns des autres, ce qui ne doit pas arriver très souvent, mais si ça arrive, si j'ai bien compris, vous faites la moyenne en fait des sujets qui l'intéressent, mais du coup, vous risquez de vous retrouver avec une moyenne qui est entre les deux et donc de lui recommander des articles pas pertinents. Comment est-ce que vous arrivez à contrôler ça ? Tout à fait. Finalement, en fait, des avocats qui sont dans des domaines différents, il en existe pas mal, en fait. Donc, ce cas arrive quand même assez souvent. Et justement, cette notion de recommander des choses pas entre les deux domaines, en fait, en fait, on part du principe que... je sais pas si on le fait. En fait, que justement, l'avocat a plusieurs domaines. Mais la moyenne, ok. La question, c'était la moyenne qui est... On se retrouve dans un domaine qui est entre les deux, c'est ça ? C'est ça. C'est vrai que dans la pratique, je ne sais pas si on a vu ça, mais c'est une très bonne question. Et faudra qu'on étudie cette question. Et je t'avoue que... mais non, je pense que ça tombe pas... Enfin, il n'y a pas de domaine entre les domaines... vectoriellement parlant, il n'y a pas de domaine entre deux domaines, en fait. C'est vraiment des domaines qui sont proches. Et dans le pire des cas, on peut peut-être proposer un élément... qui parle peut-être de licenciement à quelqu'un qui est quand même intéressé par le droit social en fait. Donc c'est assez rare quand même les cas où on propose quelque chose qui a rien à voir avec son domaine, puisque il y a pas de milieu en fait dans le... Bonsoir. Sur la qualité des sources, c'est-à-dire que vous proposez des commentaires, est-ce que vous avez des sources particulières et comment vous faites remonter celles qui sont qualitativement meilleures ou pas ?
Très bonne question. Donc nous, on récupère en fait des commentaires de plein de sources différentes. Et bien sûr, on a tout un système en fait pour ordonner les sources selon la qualité. Typiquement, il y a des certaines décisions d'une certaine juridiction dont je me souviens plus, qui proposent des commentaires en soi en fait, qui commentent la décision elle-même. Et ce type de commentaires en fait, pour nous, c'est des commentaires de grande qualité. Du coup, on va les prioriser en fait dans le système parce que on considère que ce qui est moins bon, qui vient peut-être d'un blog d'avocats qu'on ne connaît pas, n'est pas aussi pertinent que les commentaires qui est directement écrit en fait par quelqu'un qui a été qui a été à la délibération ou je ne sais quoi. Donc il y a un système de prise en compte de ça. Ouais. Bonjour. Bonjour. C'est une question qui est un peu liée à celle d'avant. Cette notion de moyenne, est-ce que ça marche bien aussi pour tout un texte? Ou est-ce qu'il y a une taille, par exemple une phrase, bon, ça reste assez cohérent, donc ça marche assez bien. Mais est-ce que sur un long texte, notamment, si, je ne sais pas, si vous remettez les retranscriptions d'un avocat qui parle, et donc ça peut parler aussi bien de Bob l'éponge que d'un truc, ça forcément, sur tout un texte, ouais, ça marche moins bien que sur un titre, parce que on perd l'information en moyennant. Du coup, ce qu'on est en train de tester en ce moment, c'est justement d'utiliser des paragraphes embeddings, dont a parlé ma collègue, des textes embeddings en fait qui sont plus robustes sur ce genre de contenu en fait. Mais c'est vrai qu'il y a forcément une performance qui est dégradée parce qu'on part de word embeddings et on essaie de représenter des textes quoi. Mais justement, il y a tout un point de la recherche qui s'intéresse à ça et c'est des choses qu'on est arrivé à tester quoi. Il y a une taille, du coup, un peu, quelques phrases où on ne sait pas vraiment encore. Faut vraiment tester, voir ce qui marche. C'est difficile à dire, ça, ouais, de taille parfaite. Moi, j'avais une question. Quand vous développez votre système de recommandation, comment vous faites pour mesurer sa performance? Très, très bonne question. À part regarder à la main, à l'œil. Alors, nous, en fait, typiquement, dans le cas que j'ai pris, c'est le cas de la newsletter. Donc, ce qu'on fait, en fait, pour s'assurer que ce qu'on a développé est performant ou juste en fait meilleur que ce qu'il y avait avant, c'est qu'en fait on fait de l'A/B testing. Donc on va envoyer des commentaires avec l'ancien système à une certaine proportion des utilisateurs et des commentaires, des recommandations avec le nouveau système. Et nous on mesure en fait par exemple le taux de clic en fait sur les différents commentaires. Donc c'est comme ça qu'on regarde si ce qu'on développe est moins bon ou plus bon que ce qu'il y avait avant. Et du coup, en faisant le A/B testing, il n'y a pas un risque d'overfitter d'une certaine façon par rapport aux 2000 premiers clients que vous avez? Pour ça, ce qu'on avait fait, c'est en fait d'échantillonner justement les personnes dans les deux groupes, le groupe de contrôle et le groupe B, de telle sorte qu'en fait ils ont à peu près les mêmes caractéristiques. Donc s'ils sont payants ou c'est juste des clients parce qu'en fait on envoie la newsletter vraiment à toutes les personnes qui sont inscrites sur Doctrine, donc il peut y avoir des clients payants ou des clients pas payants. Donc on regarde ça, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a essayé de respecter en fait les proportions de taux d'ouverture du mail dans le groupe A et le groupe B, le taux de clic sur le groupe A et le groupe B, pour en fait s'assurer que justement il n'y a pas de biais en fait qui est introduit à la base. C'est comme ça. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous prenez en compte d'autres mesures autres que la moyenne du titre, par exemple le temps passé dans l'article par rapport à sa taille pour suggérer des articles? Oui, bien sûr. Voilà, pour le cas en question, j'ai vraiment beaucoup simplifié parce qu'on prend plein de sources, plein d'historiques en fait de l'utilisateur en jeu. Donc il n'y a pas que les commentaires lus, il y a aussi les décisions lues, on regarde le temps qu'il a passé dessus, on met plus de poids justement sur les décisions sur lesquelles il a passé le plus de temps, etc. Donc il y a tout un système de pondération selon les sources. Et là pour simplifier, on a juste pris en fait des commentaires, mais question. Je passe la parole à Pauline qui va vous parler de paragraph embedding.
Ok, bonjour à tous. Donc moi c'est Pauline. Comme Sacha l'a expliqué, je suis dans la Squad Insights. Donc la Squad Insights, c'est quoi? C'est permettre à l'utilisateur d'avoir un contenu intelligible, lisible et clair, tout simplement. Et donc Sacha a donné l'exemple effectivement de la table des matières sur les décisions. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'une décision de justice, ça peut être très très long, ça peut être des dizaines de feuilles A4, c'est vraiment très long et donc il faut que l'avocat puisse s'y repérer. Et par exemple, parfois, il va être uniquement intéressé par le jugement final, c'est-à-dire qui a été condamné à quoi, et finalement, tout l'argumentaire qui était avant, ça l'intéresse pas trop. Donc, il a envie d'avoir un plan assez clair et détaillé, de pouvoir cliquer directement et de pouvoir naviguer très facilement dans la décision. Mais du coup, qui dit naviguer facilement dans la décision et être capable de faire une table des matières, dit être capable de détecter les différentes sections d'une décision de justice. D'où la problématique, effectivement, qui est une problématique de paragraphe embedding, c'est-à-dire, étant donné un paragraphe, donc on a choisi de prendre la granularité paragraphe, étant donné un paragraphe, dans quelle section de la décision on est? Est-ce qu'on est plutôt dans l'introduction? Est-ce qu'on est plutôt dans la description des faits? Est-ce qu'on est plutôt dans le jugement, la conclusion, etc. Donc ici, c'est un exemple de décision, c'est assez simple parce qu'il y a des titres très très explicites. Ici, toute cette partie-là, c'est les motifs de la décision. Donc, c'est les motifs qui sont utilisés par les juges pour justifier en fait leur sentence finale. Le par ces motifs qui est également très très courant en cours d'appel, en TGI ou autre, qui va du coup rendre le jugement final. Et donc là, c'est assez simple. Donc, on voit ça, on se dit bon, des petites regex, ça va bien faire le taf. Donc, on va commencer par ça. Donc, première approche, regex. Donc, il faut lire un peu des décisions et voir quels sont les patterns un peu récurrents. Donc ici, par exemple, tout ce qui est par ses motifs, décision de la Cour, etc., c'est ce qui fait référence au jugement final. Et donc, on va coder ça. Donc, juste pour savoir, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une regex ou pas? Non. Ok, je vois des noms. Une regex, c'est une règle vraiment déterministe avec des if et des else globalement. Et donc là, on va dire, je veux que tu me matches tous les ABC, tous les mots ABC en fait, sans rien avant, sans rien après. Donc juste pour un exemple un peu plus concret ici, on encode en fait des règles et on va dire tout ce qui commence par un D, puis il y a des espaces, puis un E avec ou sans accent, puis des espaces, puis un C, puis etc. Enfin, c'est vraiment des règles manuelles. Alors, tu me le matches. Et donc ici, du coup, on voit que ça... J'ai l'impression que les couleurs sont pas très bonnes d'ailleurs. Ça match ces trois règles ici, mais par contre, celle-là n'est pas matchée puisque on a encodé le fait qu'on voulait seulement 5 caractères. Donc en fait, c'est vraiment, on va définir nos règles à la main. Le problème étant que, déjà, c'est très complexe, c'est très rébarbatif. Faut avoir tous les patterns en tête, c'est-à-dire qu'il faut avoir lu toutes les décisions. Donc typiquement ici, là, on tombe sur une décision où on a le mot révoque. On l'avait jamais vu avant, donc on l'avait pas écrit dans nos regex. Du coup, la regex va pas le trouver. Donc là, en fait, la regex va jamais trouver, va jamais labelliser ce paragraphe comme étant le jugement final. Un autre exemple, c'est qu'il y a plein de cas dans les décisions de justice où il n'y a pas du tout de titre explicite. Ici, par exemple, donc il parle de la composition de la cour et ensuite il passe aux faits, la description des faits. Mais il n'y a pas de titre explicite qui dit les faits de points à la ligne. Donc, pour nous, ça nous paraît un peu évident parce que en tant qu'humain, on lit la phrase et on se dit, ok, là, il a l'air de décrire des faits, il y a un sujet, un verbe, un complément. Mais avec des regex, c'est vraiment très très compliqué, voire impossible. Une troisième limitation des regex, c'est que, vous pouvez voir que ça devient vite chronophage. Un nouveau data scientist qui arrive sur ça, qui doit débugger ça, c'est très compliqué. C'est illisible, c'est très difficilement maintenable. Donc, on veut faire des choses qui scalent un peu plus et qui sont un peu plus pertinentes. D'où l'idée, effectivement, d'avoir des paragraphes embedding. Donc, on aurait pu le choix de faire au niveau de la phrase. On a décidé de le faire au niveau du paragraphe parce que souvent, dans une décision, les différentes sections sont quand même organisées par paragraphe. Et donc, on va vouloir une représentation vectorielle de chacun de ces paragraphes pour ensuite faire une prédiction. Et en fonction de la phrase, dire, là, il est en train d'introduire l'affaire, ici, il est en train de décrire les faits, et ici, ils sont en train de rendre le jugement. Donc, on va s'intéresser aux différentes méthodes de paragraph embedding. Donc, effectivement, Bing-Chang en a parlé un petit peu, mais la première méthode un petit peu facile à laquelle on peut penser, c'est
on a des word embeddings assez facilement. Un paragraphe, c'est quoi? C'est une association de mots. Si on faisait juste la moyenne de ces mots et voir un peu ce que ça donne. C'est très cool. Pourquoi? Parce que ça prend pas beaucoup de temps à calculer et c'est très facile à implémenter. Mais on se rend vite compte des limites. C'est que par exemple, si on fait tout simplement la moyenne du mot content et triste, ça fait quelque chose de neutre et on perd énormément en granularité de l'information. Je prends juste une analogie sur les images parce que j'y reviendrai plus tard pour des cas un peu plus compliqués et en fait ça parle un peu plus l'image que le texte. Et donc si on prend une image comme ça et qu'on se dit ok on veut une représentation de cette image, et une image c'est quoi? C'est un ensemble de pixels, donc je vais prendre la moyenne des pixels, ça va me faire ma représentation, ça fait ça. Donc on voit évidemment qu'on perd beaucoup en information et en granularité. Mais ceci dit, c'est pas une méthode si bête que ça et pour plein de tâches en fait ça suffit parce que si sur cette tâche, on veut prédire où est-ce que la scène se passe, finalement, et qu'on voit du jaune, en fait, il y a quand même une grande chance pour que ça se passe à la plage en voyant ça. Donc finalement, l'algo peut ne pas être si mauvais sur des tâches assez simples. Par contre, si je vous demande où est Charlie, et que je vous montre cette image-là, évidemment, vous êtes incapable de le savoir, parce qu'on a perdu toute la granularité. Donc on est obligé d'aller sur des méthodes un petit peu plus poussées. Donc, on a utilisé et testé des réseaux de neurones récurrents. Est-ce que ça parle à des gens, les réseaux de neurones récurrents ou pas? Ouais, un petit peu. Ok, l'idée d'un réseau de neurones récurrents, tout simplement, c'est ok, on a nos word embeddings qui sont gentils, qui sont bien. Et si on fait la moyenne de manière un peu brutale, on perd toute l'information. Donc, on va vouloir introduire un système de mémoire au modèle pour qu'il puisse se souvenir des mots et se souvenir un peu de la granularité de la phrase plutôt que de prendre la moyenne de manière bourrine. Et donc, on va faire lire à l'algorithme la phrase et les mots de gauche à droite, tout en ayant un système de mémoire. Donc, l'algorithme va lire le premier word embeddings, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, tout en se souvenant de l'information qu'il a vue auparavant, tout simplement. Et donc, il arrive à la fin. Là, il a une représentation vectorielle avec tout ce dont il a gardé en mémoire et à la fin on lui demande réponds à la question où est-ce que se passe la scène par exemple. Si je fais l'analogie juste avec l'image, c'est quoi? C'est vous allez parcourir vos yeux vont parcourir l'image comme ça jusqu'en haut et à la fin je vous demande où est-ce que l'enfant où est-ce qu'il y a un enfant qui joue au ballon. Et donc, vous allez vous souvenir vaguement qu'il y avait un enfant qui jouait au ballon, que c'était à peu près là, mais c'est vrai que plus l'image va être grande et plus ça va être compliqué pour vous de vous souvenir où était l'enfant. Donc, on voit aussi assez rapidement les limitations de ce modèle. Bon, ce qui est cool, c'est quand même c'est beaucoup plus efficace que juste faire la moyenne et qu'on perd beaucoup moins de granularité. Mais pour les longues phrases, en fait, c'est très compliqué parce que le système de mémoire, en fait... c'est un peu comme un humain, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une mémoire indéfinie et ils perdent un peu la mémoire parfois. Et en plus, on va leur faire lire des mots qui servent un peu à rien, c'est du bruit, donc typiquement les le, la, les, de, des, etc. On va leur faire lire au même titre que les mots juge, greffier ou autres, mais finalement il y a des mots qui ont un peu plus de poids que d'autres. Et donc il y a une troisième méthode qui a été introduite assez récemment, qui sont dans les années 2000, qui sont les mécanismes d'attention. Donc, je vais reprendre l'analogie de la vision parce que c'est un peu plus simple à expliquer. Mais l'idée, c'est qu'au lieu de faire parcourir bêtement à l'algorithme toute l'image ou tout le texte, on va l'aider à se focaliser en fait sur les parties importantes de l'image ou sur les parties importantes du texte pour faire sa prédiction. Et donc, typiquement, si la question c'est où est Charlie, en fait, spontanément, vous allez savoir que il faut se focaliser sur toutes les parties de l'image qui sont des rayures rouges et blanches. Et donc typiquement, là-haut, il n'y a même pas besoin de regarder parce qu'a priori, Charlie n'est pas là. Et donc, vous allez localiser votre attention et votre regard vraiment sur les parties où il est très probable que Charlie soit là. Globalement, c'est exactement ce que font les mécanismes d'attention. Donc pour info, Charlie était ici. Et donc pour les textes, c'est exactement pareil. Donc ici, j'ai un paragraphe où c'est « Monsieur Philippe Boiffin, conseiller ». Ok. Le tag à prédire, c'est composition, c'est la composition de la cour. C'est quels sont les juges, greffiers ou autres qui sont impliqués, qui sont au procès. Et bon, du coup, l'algorithme, il lit ça, mais en fait, il aura vu tellement de décisions avant labellisées, je reviendrai plus tard comment on labellise les décisions, qu'il va savoir tout seul que faut quand même qu'il se focalise sur certains mots, notamment le mot conseiller. Il sait que en général le mot conseiller, il est souvent là quand on veut prédire le tag composition.
Donc en fait, il va apprendre tout seul à focaliser sur les bons mots. Donc ici, conseiller, mais il y a également, ça se voit pas trop, mais il y avait Philippe également qui était un petit peu en rouge. Pourquoi ? Parce qu'il a, il y a des moyens d'encoder les noms propres, mais il sait que quand il y a un nom propre dans un paragraphe, c'est souvent dans les compositions de la cour, puisqu'à chaque fois, il y a les noms des magistrats, etc. Et donc, il y a deux avantages. Déjà, au niveau des performances, l'algo est meilleur, vraiment. On avait des différences d'un point de vue des métriques. Et deuxième chose, ce qui est vachement cool, c'est que ça nous permet d'interpréter en fait l'algorithme. Parce que bon, le deep learning, c'est quelque chose de très très flou, c'est un peu une black box. C'est difficile de comprendre ce qui se passe. Mais là, on a un output très visuel de pour faire sa prédiction, en fait, il a focalisé sur ce mot-là et ce mot-là. Ça nous permet de voir s'il n'y a pas un biais dans notre dataset. Par exemple, si on voit qu'il avait focalisé sur le mot monsieur et pas du tout sur le mot conseiller, on se serait dit, je vais revoir mon dataset d'apprentissage. Peut-être que c'est bizarre, mon dataset a été mal fait, ou il n'y avait jamais le mot conseiller, du coup, il y a un biais. Ça nous permet en tout cas de vraiment de pouvoir interpréter les modèles, et ça change beaucoup des autres méthodes également. Et donc pour aller plus loin, donc une fois qu'on a nos paragraphes embeddings, on a des méthodes un peu sophistiquées pour avoir des bonnes représentations de paragraphes, mais finalement ça fait pas tout le boulot, parce que même en tant qu'humain, comme ça, on voit des phrases, des paragraphes un peu sortis de nulle part, et si on n'a pas le contexte, donc les paragraphes d'avant et les paragraphes d'après, en fait là moi je lis cette phrase, je suis pas vraiment capable de savoir où on en est dans la décision, est-ce qu'on en est à l'intro, à la fin, je sais pas trop. Et donc, pour l'algorithme, c'est pareil, il faut l'aider un petit peu. Et donc, par-dessus la notion de paragraphe embeddings, on a branché un deuxième réseau de neurones récurrents. Donc, ce réseau, on va lui faire parcourir les différents paragraphes embeddings, pour qu'il puisse non seulement avoir une représentation du paragraphe, mais également tout ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a après. Et donc, pareil, avec un système de mémoire, il se souvient un petit peu de l'enchaînement des paragraphes, et donc il va pouvoir faire sa prédiction assez facilement en fonction du paragraphe embedding et de tout ce qu'il y avait avant. Et donc ça se concrétise comment ? C'est en fait, on va modéliser une matrice de transition. Donc ça, c'est une matrice de transition, c'est quoi ? Donc le vert, c'est très probable, le rouge, c'est très peu probable. Quand on est à un paragraphe où on est au niveau de l'introduction, on a une probabilité de transition pour le prochain paragraphe. Donc si on est en train de lire un paragraphe qui est une introduction, la probabilité que le prochain paragraphe soit encore introduction, elle est quand même très très élevée. Il y a une probabilité également assez élevée que le prochain paragraphe, ce soit les arguments. J'ai l'impression que c'est pas les bonnes couleurs, mais il y a un problème de couleur. Je vais plutôt prendre cet exemple. Sur les arguments, donc globalement une décision de justice, c'est introduction, argument, conclusion. La probabilité qu'une fois qu'on en est au paragraphe des arguments, qu'on repasse à l'introduction, elle est très très faible. En fait, une fois qu'on a passé l'introduction, on a passé l'introduction. Du coup, on voit effectivement qu'ici c'est très rouge. À l'inverse, quand on est dans un paragraphe de conclusion, la probabilité que le paragraphe d'après soit la conclusion, évidemment, encore la conclusion est très élevée, mais qu'on revienne aux arguments ou à l'intro, elle est globalement très faible. Et donc, globalement, c'est ce qu'on appelle un CRF, Conditional Random Fields, qui permet d'encoder en fait cette information de probabilité de transition. Et c'est vraiment, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et donc ça reprend la logique en fait, qui est qu'une décision de justice, c'est un déroulé de faits, introduction, argument, conclusion. Et donc l'algorithme va apprendre ça tout seul. Et donc je voulais juste montrer des erreurs de modèle. En fait, la grosse limitation qu'on a avec cette modélisation, c'est qu'on a supposé que les paragraphes étaient très bien segmentés par section, mais en fait, parfois, il y a des tribunaux qui ne rédigent pas forcément de cette manière-là et qui vont un peu tout tasser, c'est pas du tout structuré. Donc là, il y a un mélange de l'introduction, il rappelle le numéro de la décision, ensuite il parle de la composition de la cour, il parle des parties, et tout ça, c'est tassé dans un même paragraphe. Et donc là, autant vous dire que l'algorithme fait absolument n'importe quoi. En même temps, on l'a pas entraîné pour ça. Donc, on pourrait avoir une granularité plus fine que les paragraphes, qui sont les phrases. Encore faut-il réussir à détecter les phrases là-dedans, ce qui déjà est un gros challenge en soi. Mais tout ça pour dire que tout n'est pas encore parfait et qu'il y a encore plein d'axes d'amélioration sur ce chantier. Donc, pour résumer un petit peu, on a vu donc différentes manières d'avoir des paragraphes, comment segmenter des paragraphes au sein d'une décision de justice en utilisant des word embeddings.
Donc, comme on l'a vu, la solution un peu facile, c'était de prendre la moyenne directement. Ça marche pas très bien, notamment pour les longs paragraphes. Donc, on a introduit les réseaux de neurones récurrents qui performent beaucoup mieux. Enfin, aujourd'hui, les state of the art. Après, il y a plein de variantes des réseaux de neurones récurrents. C'est assez complexe. Et avec des méthodes d'attention qui permettent de focaliser l'attention sur certaines parties de la phrase également. Et donc, il y a des choses qu'on peut encore améliorer, notamment mieux modéliser les dépendances entre les paragraphes, donc ce que j'ai expliqué un petit peu avec les matrices de transition. Et voilà, et je voulais juste revenir sur le fait qu'effectivement, avoir une granularité paragraphe n'était pas forcément très optimal et qu'il faudrait sûrement passer à une granularité de phrase. Est-ce qu'il y a des questions ? Du coup, vous disiez tout à l'heure qu'il y a possiblement des mots que vous rencontrez rarement dans les documents de justice. Est-ce que dans ces cas-là, vous faites de l'augmentation de data en essayant de créer des documents tout faits avec ce mot qui remplace un autre, ou est-ce que... Tu veux dire les noms propres, par exemple, qu'on voit jamais Les noms propres, par exemple, si jamais il a appelé conseiller d'une autre manière ou quelque chose. Ouais. Alors, il y a deux choses, j'ai l'impression, dans ta question. Sur les noms propres qu'il voit jamais, et donc typiquement, s'il y a un nom propre qui intervient dans le dataset, effectivement, il y a un moyen de pallier ce problème, c'est qu'on remplace tous les mots qu'il connaissent pas, on le remplace par un vecteur fixé, et du coup, il apprend tout seul que ce vecteur est globalement un nom propre. Il apprend à reconnaître un nom propre parce que deux noms de famille différents auront en fait la même représentation vectorielle. Par contre, si un jour il utilise le mot réforme alors que d'habitude il utilisait le mot annule, le mot ou d'autres mots, qu'il utilise un synonyme qu'on n'avait jamais vu, si on l'a jamais vu, c'est compliqué. Par contre, si on l'a déjà vu dans d'autres contextes, il va réussir le word embeddings va faire que les deux vecteurs seront très très proches, et du coup il va quand même réussir, même s'il l'avait jamais vu dans ce contexte-là, il va réussir à détecter que ça veut dire la même chose. Mais du coup, à l'entraînement, du coup, si jamais vous savez que ce mot il est apparu dans 2 documents qui peut apparaître à l'avenir, est-ce que vous faites de l'augmentation de la data? D'accord, non, aujourd'hui on fait pas du tout ça. Mais pour les word embeddings, on les a entraînés sur 2 millions de documents parce qu'on a beaucoup de data et du coup ça nous permet quand même de... C'est rare qu'on tombe sur un mot qu'on n'avait jamais vu avant, sauf les noms propres évidemment où ça arrive assez souvent. Bonjour, j'ai une question un peu plus globale. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire ça, d'utiliser ça pour faire de la prédiction en fait, parce qu'on peut très bien imaginer, avec toutes ces données, de se dire que par exemple, entre telle et telle période, toutes les personnes qui ont attaqué cette entreprise ont tel taux de réussite et ils ont davantage de chances de gagner s'ils vont jusqu'en appel. Par exemple, on pourrait s'en servir pour estimer si ça vaut le coup de faire appel ou pas. On pourrait regarder les taux de performance en fait, des juges, des avocats sur certains types d'affaires. Par exemple, un juge qui serait réticent à condamner coupable tel type d'agression ou un avocat qui serait particulièrement bon sur certaines affaires. Ouais. Il y a plein de choses dans ta question. Tu parles un peu de justice prédictive, oui. Globalement, si j'ai bien compris. Donc effectivement, on fait beaucoup de liens entre les avocats et les décisions. On apporte de l'information très factuelle. On fait, je ne sais pas si on vous a pas montré de page avocat, mais donc sur les pages avocats, vu qu'on est capable de les lier à leur décision de justice, on est capable de dire voilà dans quelles affaires ils ont plaidé, dans quelle ville ils ont plaidé, dans quel domaine du droit ils ont plaidé. De là à faire de la prédiction et à dire est-ce qu'ils sont bons ou est-ce qu'ils sont mauvais, c'est plus compliqué. Alors c'est déjà, réussir à prédire qu'un avocat a gagné ou perdu, c'est pas si simple que ça, et le droit, c'est pas du tout binaire. Et donc, dire qu'un avocat a gagné dans une affaire, déjà ça, c'est très, très, très complexe. Qu'est-ce qui fait qu'il a gagné globalement, un avocat qui va défendre quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre, évidemment, qui va être condamné, mais est-ce que l'avocat aura perdu pour autant? Ça va dépendre du jugement, de combien de mois de prison il aura écopé, c'est très complexe. Non, on ne fait pas du tout ça. Par contre, notre objectif à nous, c'est d'apporter de l'information très factuelle. Donc, du type les domaines du droit dans lesquels il a plaidé, les décisions de justice dans lesquelles il a plaidé. Et ça, c'est notre parti pris. Par contre, la justice prédictive, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est effectivement les taux d'appel dans les différentes juridictions, c'est-à-dire dans les différents domaines du droit. C'est-à-dire dans le droit commercial, il y a très peu de décisions qui passent en cours d'appel. Contrairement à d'autres domaines du droit. Donc ça, c'est des choses et des statistiques qu'on peut calculer, oui, et qui sont des statistiques très factuelles, sans parti pris. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question. Mais...
Oui, est-ce que vous vous intéressez aussi au droit européen ou international? Donc du coup avec des décisions de justice qui peuvent avoir une organisation, une méthode différente? Ou juste Ouais. franco-français? En fait, on a les décisions de la CEDH, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, et de la CJUE. CJUE, c'est la Cour de justice européenne. Globalement, pourquoi? Parce que le français est la langue officielle du droit européen. Donc les décisions de justice sont en français. En NLP, c'est compliqué de faire du multilingue. Donc tout ce qui est Cour européenne, on le fait puisque c'est du français et donc ça rentre complètement dans notre scope. Par contre, on ne fait pas du tout d'autres langues. Donc typiquement aujourd'hui, on ne fait pas de droit anglais, allemand ou autre. On se focalise vraiment sur le droit européen et le droit français. On a l'ambition d'aller à l'international, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et par contre, effectivement, c'est un très bon point. Les décisions de justice des cours européennes sont rédigées et structurées de manière très, très différente. Et un algorithme, aussi générique soit-il, avec des réseaux de neurones récurrents ou autres, on est quand même obligé parfois de l'entraîner en fonction des juridictions, parce que les juridictions ont un moyen de rédaction, enfin une manière de rédiger qui est très différente. Et du coup, on entraîne des algorithmes différents selon les cours et selon les juridictions. Ok, du coup j'en profite, deuxième question, peut-être un peu plus générale. Vous parliez d'ambition. Il y a quelques années, il y avait une grande mission nationale pour la simplification du droit. Est-ce que vous pourriez, par exemple, repérer des articles de loi qui seraient abrogés tacitement, en fait, qui sont plus utilisés, qui sont encore dans les codes, mais qui sont juste, qui sont voués à disparaître, en fait, mais qu'on traîne un peu comme ça? Donc, si je comprends bien, c'est des articles de loi qui sont jamais cités dans les décisions et globalement que personne n'utilise, quoi. On a même des trucs, on voit ça généralement, des trucs qui datent plus ou moins de Napoléon ou des trucs un peu invraisemblables qui normalement devraient être virés, mais qui ne le sont pas tous forcément. Ouais, c'est vrai. En fait, on fait des liens entre les décisions de justice et les lois. C'est quelque chose qu'on fait déjà. Et donc, on est complètement capable aujourd'hui de détecter qu'un article non abrogé et qui est censé être encore en vigueur n'est en fait jamais utilisé dans les décisions de justice. Et c'est vrai qu'on le fait pas du tout. C'est un bon point. Mais on pourrait le faire. Bonjour. Je voulais vous demander sur l'utilisation du moteur de recherche. Si par exemple on cherche un criminel, un récidiviste, et qu'on veut voir tous ses méfaits. Tous ces méfaits, tous les crimes qu'il a commis et les jugements qui ont été rendus. Comment se comporte le moteur de recherche? Est-ce que c'est possible de lister que ce qu'on cherche par rapport à un nom? Non, on anonymise toutes les décisions de justice. Donc, Monsieur Dupont, qui est criminel, ne sera pas indexé dans le moteur de recherche puisqu'il sera anonymisé. Mais les avocats et... Les avocats ne sont pas anonymisés, effectivement. Okay. Et donc, on a des pages avocats, on les lit aux décisions, mais les parties, les personnes physiques autres qui interviennent dans les décisions de justice sont complètement anonymisées. C'est un des autres sujets sur lesquels on travaille, qui est toute la problématique d'anonymisation, donc de Named Entity Recognition, réussir à détecter les personnes physiques dans les décisions pour les anonymiser. Ouais. Du coup, quand vous travaillez avec les textes, à la fin sur le site web, on a le texte en entier ou complet, ou on a un texte reconstruit pour qu'il soit plus clair à lire? Non, on ne touche pas aux décisions de justice, on ne touche pas au contenu, on n'a pas le droit. Par contre, on apporte plein de choses autour qui permettent à l'utilisateur de mieux comprendre la décision. Donc typiquement le plan des décisions. Autre exemple, la timeline par exemple, c'est-à-dire, je ne sais pas si je vais y arriver. En fait, une décision de justice, en général, parfois elle s'arrête uniquement en première instance et parfois il y a plein d'autres affaires qui sont liées. Et en fait, ça c'est très compliqué pour l'avocat d'avoir un suivi de l'affaire. Et quand il est en train de lire une décision, savoir que 2 ans après il y en a eu une autre, en fait, c'est hyper intéressant pour lui. Donc ça lui permet plus facilement de comprendre la décision, de comprendre qu'il y a eu la Cour de cassation après, avant, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait, mais par contre on ne touche pas du tout au contenu brut de la décision, à part anonymiser la décision. Bonjour, merci, c'était très intéressant. Une petite question sur comment vous récupérez des données labellisées suffisamment, notamment pour tout ce qui est réseau de neurones. Apparemment c'est assez gourmand.
Et comment vous faites pour les labelliser? Ça a l'air très long à faire. Ça dépend beaucoup des projets, mais pour parler de ce projet précisément, finalement, c'était assez simple parce qu'on a de la donnée assez facilement labellisée comme ça. On a des décisions, c'est très structuré, il y a des titres très clairs, et finalement, tu prends ces décisions, tu leur enlèves le titre, et finalement, ça va vraiment du coup apprendre la sémantique des phrases autour pour qu'il puisse faire sa prédiction, et ça va modéliser, les cas de paragraphes qui n'ont pas de titre. C'est comme si là, tu avais un titre. Parfois, dans les décisions, tu as l'effet de point. Toutes ces décisions, tu les prends, tu enlèves le titre et tu as cette décision-là. Donc, ça permet de labelliser très facilement. Ok. Et un peu dans le même genre aussi, j'avais une autre question. Comment vous vérifiez que ça continue à bien marcher, que ça s'applique bien au... là, c'est des arrêts, par exemple, mais si c'est un autre type... C'est une très bonne question, et d'ailleurs parfois les juridictions changent leur mode de rédaction. C'est un problème auquel on est confronté effectivement. On apprend en continu. Donc quand on arrive à automatiser des méthodes de labellisation automatique, on peut très régulièrement entraîner des modèles. Mais par contre, quand on n'a pas de dataset labellisé et qu'il faut globalement le faire plus ou moins à la main, là c'est plus compliqué, et effectivement on a ces problématiques de comment sur la durée on arrive à faire en sorte qu'on soit sûr de nos algos. Globalement, soit on a de la donnée labellisée assez facilement et on peut faire entraîner des modèles assez régulièrement, donc on arrive à être à jour, soit on n'a pas ça et c'est plus compliqué. Ouais. Et les avocats peuvent dire, ah là vous êtes trompé, ça serait plutôt ça, ou il y a des systèmes de... On a beaucoup de remontées d'avocats, effectivement, et donc ça nous donne de la donnée labellisée. Après, comme tu le dis, pour les réseaux de neurones, c'est pas 1000 plaintes d'avocats 1000 remontées d'avocats qui vont suffire. Il en faut des millions. Donc, on a de la donnée labellisée comme ça, mais ça ne suffit pas forcément. Okay. Une dernière question, un peu toujours dans le même genre, c'est est-ce qu'il y a des gens dans la boîte qui passent leur temps à lire des choses et à corriger à la main, ou combien vous avez de gens qui travaillent vraiment humainement dessus? Non, il n'y a personne qui fait ça à temps plein, c'est quand même un boulot assez horrible. D'où ma question. Non. Par contre, typiquement, on a fait ça dans la Squad Insights cette semaine où on s'est pris une heure tous ensemble, toute l'équipe, et on a regardé à la main des liens qu'on faisait entre des décisions et des avocats pour avoir un dataset labellisé. Donc on fait contribuer un petit peu tout le monde, et après il y a les avocats qui font leur remontée, ils les font à une équipe particulière qui ensuite dispatche l'information. Mais non, il n'y a pas une personne en particulier ou des personnes assignées à ce genre de boulot. Merci. Bonjour. Moi, j'ai pas très bien compris cette histoire d'anonymat. Parce que c'est-à-dire que si jamais, en tant qu'avocat, j'ai besoin de savoir, je travaille sur un dossier, je veux savoir quelles sentences ont été données sur pour telle personne sur un dossier, je peux pas juste mettre le nom, par exemple, d'une victime ou d'un suspect pour avoir les cas où il a été jugé, quel jugement a été rendu. Non, le but n'est pas du tout de mettre sur Google tout le casier judiciaire des Français. C'est vraiment pas le but. Le but était plutôt de donner accès aux avocats à la jurisprudence française. Et l'idée, c'est globalement de dire, je vais caricaturer, mais que ce soit Madame Michu ou Monsieur Dupont qui soit jugé, c'est plus les faits qui importent et le jugement qu'en découle. Et donc l'avocat, il va voir Madame X qui a fait ça, et ça, elle est condamnée à ça. Ok, dans mon cas, cette personne, elle ressemble un petit peu, donc je vais m'inspirer de cette jurisprudence-là. C'est plus comme ça que ça marche. Vous récupérez les noms et vous les transformez en des faux noms? En X, Y, Z. D'accord, ok, vous mettez. Okay. Ouais. Ça marche. Merci. On va faire ça en 2 fois. Bonjour, moi j'ai une question un petit peu moins technique, mais donc l'entreprise Doctrine, c'est quoi en chiffres à peu près? Vous êtes combien C'est quoi un chiffre? On est une soixantaine, peut-être même 70 à peu près aujourd'hui. On est, je pense, à peu près la moitié en tech. Donc dans l'équipe tech, il y a des développeurs back-end, des développeurs front-end, des data scientists et des product et designers. En fait, c'est une belle transition, effectivement, peut-être pour la slide de Sacha qui va parler de ça. Mais donc, juste pour répondre rapidement, donc la moitié de l'équipe est tech, l'autre moitié c'est des commerciaux, une équipe juridique évidemment, et après une équipe support. Globalement, moitié tech, moitié non tech, et voilà.
Merci. Sans transition au recrutement, effectivement, on a des gros challenges en tech. On a beaucoup parlé de la partie data. Il y a une partie qui est importante chez nous, qui est le back-end, qui en gros permet de faire scaler la boîte sur des enjeux de sécurité, de fiabilité, construire des features. Aujourd'hui, on est sur une stack en Node.js et on utilise Elasticsearch. Donc on est assez chaud de gens qui ont fait du bas niveau avant, parce que c'est une très bonne école pour sensibiliser aux petites injections ou en gros aux enjeux de sécurité et d'optimisation. Donc voilà, c'était pour petite page commerciale au milieu. Peut-être d'autres questions, peut-être. Le Parrot a assommé tout le monde. Non, là-bas. Et concernant le back-end, comment est organisée votre production? Est-ce que vous mettez le modèle en continu à jour ou vous avez des pushs réguliers avec les containers? Aujourd'hui, on a un système qui est simple. En fait, simple. On commence par les choses simples, après ça se complexifie. On utilise Luigi aujourd'hui. On est en train de regarder pour utiliser Airflow pour en gros programmer les différentes tâches et que ça se fasse quotidiennement. Donc en gros, par jour, on a des scripts qui vont traiter le flux et parfois on repasse sur une partie du stock en batch. Donc c'est fait progressivement. Ce que disait Pauline tout à l'heure, c'est pour les apprentissages. Parfois, il faut faire de l'online learning, donc il faut intégrer chaque jour des nouvelles proportions de données au modèle. Donc on fait ça, et parfois c'est pas le cas. Donc ça dépend vraiment du use case, mais globalement on a un ensemble de à peu près 400 tâches qui font soit du processing sur l'OCR, soit du calcul de mots-clés, soit du nettoyage, enfin tous ces pré-calculs qui sont faits. Et après le back-end, globalement, il va aller lire ça en DB, parfois faire des calculs à la volée pour certains trucs un peu tricky, et afficher ça en live. Un peu la pipeline de Doctrine aujourd'hui. D'autres questions? Non, mais écoutez, on vous remercie en tout cas. C'était un plaisir d'être là. Il y a un goûter qui a été préparé par 42 juste à côté. J'aimerais que vous en dire deux mots, mais en tout cas, merci à tous. Alors oui, alors merci à tous d'être venus. Moi, j'en ai très très content de vous avoir reçus. Alors ils sont là, ils vous attendent. Donc allez leur parler. En fait, ils ont été un peu modestes. C'est Doctrine qui vous offre le goûter, qui est juste ici, en fait, à l'extérieur, sur les tables. Donc je vous invite à y aller. Il va falloir avoir libéré l'amphi dans 10 minutes. Donc voilà, pour poser leurs questions à l'extérieur. Merci.